Bonjour, Esprit Libre, la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Cette semaine, une spéciale européenne. Nous avons le plaisir de recevoir l'ancien Premier ministre Manuel Valls et le président du RN et tête de liste aux européennes, Jordan Bardella. Manuel Valls et Jordan Bardella partagent certains diagnostics, mais s'opposent sur les valeurs et sur les solutions. Comment l'Europe peut-elle protéger les Français? Avec quelles frontières? Avec quel allié? Avec quelle économie? Tout de suite, les réponses de nos deux esprits libres. C'est maintenant sur le Figaro Télé. Bonjour. 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 Très heureux de vous recevoir sur ce plateau dans le cadre d'une émission spéciale européenne. Nous allons donc débattre des sujets de fond sur l'Europe. Mais pour commencer, Paul Lobaché, journaliste politique au Figaro, qui suit le RN et la droite hors les murs, aurait quelques petites questions à vous poser. Oui, voilà, deux petites questions. Une pour vous, Jordan Bardella, une pour vous, monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur Bardella, la liste que vous menez aux européennes est créditée à 32% 2 jours de suite dans le Rolling IFOP publié dans le Figaro LCI Sud Radio. Est-ce que vous n'êtes pas finalement trop haut, trop tôt? Est-ce qu'un tel score ne donne pas le risque d'avoir la grosse tête? Bon, bonjour, quelle entrée en matière. Non, enfin écoutez, on va pas se plaindre d'avoir de plus en plus de Français qui souhaitent voter pour le Rassemblement national. Maintenant, vous savez, moi, je suis très prudent avec les sondages et je ne rate jamais une occasion de dire aux Français que seul compte le vote et que, somme toute, les sondages sont des photographies de l'opinion à un instant T et qu'au fond, la politique, c'est peut-être une affaire de vagues. Je pense que le courant d'idées que nous représentons avec le Rassemblement national, avec Marine Le Pen, avec l'ensemble de nos parlementaires, est aujourd'hui un parti politique qui convainc chaque jour les Français sur des sujets extrêmement concrets, la sécurité, l'autorité, la défense de la nation, la défense de certaines valeurs et d'une identité française aussi. Mais je veux dire aux Français que pour les aider, on a besoin d'eux, on a besoin de leur mobilisation. Je n'ai pas le sentiment de prendre la grosse tête. Maintenant, il est évident que quand vous êtes donné en tête d'une grande élection comme les élections européennes, vous êtes attaqué. Et j'ai souvent l'occasion de dire qu'en politique, plus on se rapproche du sommet, moins il y a d'oxygène. Et je participe à un jeu démocratique dont je connais les règles et dont je connais parfois la dureté. Merci. Monsieur Valls, oui. À l'inverse, 32% pour le RN potentiellement le 9 juin prochain, le jour du vote des élections européennes. Qu'est-ce que ça dit de l'état politique du pays? Et grande question, est-ce que c'est finalement pas l'échec d'Emmanuel Macron? Bon, les élections européennes sont une élection toujours très particulière, mais elles indiquent d'abord une photographie de l'opinion française et de l'opinion européenne. Elles ont provoqué parfois des surprises. Moi, je suis à peine moins jeune que Jordan Bardella, mais j'ai plusieurs jeunesses. Mais je me rappelle du choc politique, hein, en 1984, quand Jean-Marie Le Pen avait obtenu 10% des voix, ou plus tard, quand Bernard Tapie était passé devant la liste de Michel Rocard, 10 ans après. Bon, donc il faut toujours tenir compte de l'expression des Français et aussi des Européens. Et en tout cas, moi, je vais vous répondre peut-être un peu à côté de votre question, parce que je ne suis ni candidat, ni chef de parti, je viens comme un esprit libre, pour débattre, et c'est évidemment passionnant, parce qu'il s'agit de l'avenir de l'Europe et de la France, ou de la France dans l'Europe. Je pense qu'il y a des débats passionnants sur lesquels les Français doivent pouvoir s'exprimer. Bien sûr, on parlera d'économie, de pouvoir d'achat, d'énergie, des réchauffements climatiques, mais il y a des lignes de front, j'y reviendrai, majeures. Je pense évidemment à la guerre en Ukraine, aux défis que pose l'islam politique, l'islamisme sur notre continent, à la violence dans nos sociétés. Et puis d'une certaine manière, moi ce que j'espère, là il y a sans doute un échec de nombreuses formations politiques, y compris celle du président de la République, mais attendons les résultats, parce que c'est quand même ça en effet qui est l'essentiel.
c'est que de toute façon, je pense que ces élections européennes, même si ce n'est pas leur but, parce qu'il s'agit d'élire des députés européens, sonneront non pas seulement la préparation de l'élection présidentielle de 2027, mais pour ce qui me concerne, la nécessité de construire une réponse, ce que j'appelle un républicanisme de combat, non pas en agitant la peur du Rassemblement national, mais en bâtissant des alternatives. Aujourd'hui, on a l'impression que la victoire annoncée de Jordan Bardella et de sa liste aux européennes, ça y est, c'est fait. Vous avez raison d'être prudent, je le dis par expérience. Et puis en 2027, on a l'impression que c'est déjà fait. En tout cas, il n'y a pas d'alternative face à la candidature de Marine Le Pen. Non, moi je pense qu'il faut un débat démocratique, libre, qu'il faut offrir des alternatives. Et je pense que face aux grands problèmes de la société française, à sa crise politique, identitaire, économique, sociale, il faudra bâtir une réponse. Je vois ça pour les élections européennes, avant de parler des victoires et des échecs des uns et des autres. Mais c'est un moment assez fondamental à cause de la situation que nous connaissons dans le monde, à cause de la situation géopolitique. On parle de guerre. Ça fait 70 ans qu'on ne l'avait pas évoqué. Donc c'est une élection que je considère très importante et c'est pour cela que j'ai accepté bien volontiers votre débat. Justement, place au débat maintenant, à cet enjeu européen, mais je voulais tout de même commencer par une question concernant vos parcours respectifs. Je l'ai indiqué en préambule, vous partagez certains diagnostics, je pense au sujet régalien, en matière de sécurité, d'immigration, d'islamisme. Peut-être, vous avez aussi des parcours qui se font écho. Jordan Bardella, vous êtes fils d'immigrés italiens et vous aspirez à devenir Premier ministre. Manuel Valls, vous êtes fils d'immigrés espagnols et vous avez été Premier ministre. Au-delà des points de convergence apparents, cependant, Manuel Valls, vous êtes toujours posé comme un adversaire du Front National et maintenant du Rassemblement National. Donc je voulais vous demander qu'est-ce qui vous différencie fondamentalement du RN et de ses propositions. Je peux dire d'abord que j'ai plaisir, en tout cas intérêt à débattre avec Jordan Bardella, pas seulement parce qu'il serait un phénomène, vu sa jeunesse, mais parce qu'il est d'abord président du Rassemblement National, donné en tête aux européennes, et pouvant l'emporter lors de l'élection présidentielle, avec toutes les prudences nécessaires. Moi, je suis rentré en politique quand le Front National était marginal. En 1981, Jean-Marie Le Pen n'avait pas pu être candidat parce qu'il n'avait pas réuni ses parrainages. Le score de Marine Le Pen en 2022 n'a plus rien à voir. Donc c'est un parti qui demain peut l'emporter. Donc il faut le prendre au sérieux. Et il faut aussi respecter ses électeurs. Je crois que c'est aussi le changement qu'on peut souligner par rapport à il y a quelques années, ce que mon ami Aquilino Morel, dans un beau livre, appelle la jurisprudence tapis. On ne peut pas traiter de fachos, de salauds, autant d'électeurs qui, dans les enquêtes d'opinion, mais surtout dans les urnes, soutiennent les propositions, en tout cas les candidatures du Rassemblement national. Deuxièmement, il y a trop de problèmes dans notre pays pour qu'on en reste aux punchlines, aux noms d'oiseaux et aux insultes. Quelles sont les différences? J'en vois 4. Bon, la première, c'est forcément les racines politiques. Bon, sachant que Jordan Bardella est jeune, donc évidemment, il a moins de racines de ce point de vue-là que moi. Mais bon, moi, mes racines politiques, c'est intellectuellement, c'est évidemment Camus, c'est Solzhenitsyn, Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire la lutte contre le totalitarisme, c'est Banataire, l'abolition de la peine de mort, et c'est Michel Rocard, c'est-à-dire la gauche réformiste. Je pourrais rajouter d'ailleurs, qu'on en parlera tout à l'heure, c'est aussi, parce que c'est un ami, Milan Kundera, sur sa vision de l'Europe centrale. Voilà, ce sont ça mes racines, et j'ai eu l'honneur de travailler avec deux premiers ministres. C'est peut-être ça qui m'a donné le goût pour après. Michel Rocard, Lionel Jospin, et j'en suis évidemment très fier. Ce ne sont pas les mêmes racines. Jordan Bardella, enfin, il le dira, il est l'héritier, d'ailleurs, il le reconnaît, de Marine Le Pen, et d'un parti, oui, que j'ai combattu, qui a peut-être changé, à lui de le démontrer, mais en tout état de cause, qui ne sont pas évidemment les mêmes que je viens de rappeler, il y a une différence forte. Et une deuxième différence, je vais vite, c'est l'expérience. Je ne vais pas reprocher l'âge, c'est ainsi, c'est la vie, mais c'est l'expérience parce que j'ai gouverné une région, une ville,
un pays, alors évidemment, ça a des inconvénients aussi, parce qu'il y a un bilan, il y a des réussites et des échecs, cela va de soi, mais je pense que face aux grands problèmes du pays, je connais l'argument contraire, hein, mais face aux grands problèmes du pays, l'expérience, l'analyse de ce qui se passe, non pas pour conduire à l'impuissance, c'est trop complexe, donc on ne peut rien faire, non. Je pense qu'il faut dire la vérité, de ce point de vue-là, c'est ma référence, c'est Mendes France, il faut dire la vérité, il faut examiner la réalité, mais il faut pouvoir agir. Troisièmement, évidemment, une différence fondamentale sur l'Europe, fondamentale. Même si le Rassemblement national cherche à gommer ou à changer. On va expliquer pourquoi il a changé, mais notamment sur le moment, je veux insister une seconde là-dessus, sur le moment que nous connaissons. Nous sommes dans un moment de bascule, où la guerre est possible. Et je pense qu'il faut dire la vérité aux Français. Bien sûr, eux pensent au pouvoir d'achat, à leur vie quotidienne, à l'insécurité, ça va de soi. Moi, je les comprends. Et sur ces sujets-là, j'ai toujours considéré qu'il fallait que la gauche leur parle, notamment sur les questions sécuritaires ou culturelles. Mais là, nous sommes dans un moment qui nous oblige à un sursaut pour notre pays. Et il n'y a pas de possibilité autre qu'une réponse européenne. Puis quatrièmement, moi, j'ai un doute. J'ai un doute sur le Rassemblement national. Enfin, je suis poli parce que nous sommes dans un débat qui se veut de bonne qualité, mais j'ai un doute, j'ai un doute moi sur la capacité de cette formation à vouloir vraiment réconcilier les Français avec eux-mêmes. Et je pense que cette formation joue trop, comme c'est le cas dans d'autres pays en Europe, sur les problèmes des Français, alors que ce qu'ils attendent, c'est des solutions. Mais voilà, je crois. Mais c'est ce débat-là qui aujourd'hui s'enclenche pour les européennes et pour après. Donc ce sont, moi je ne cherche pas les différences pour les différences, mais elles sont importantes et encore, je crois, essentielles qu'il y ait des alternatives qui soient proposées à nos compatriotes. Jordan Bardella, vous sentez des différences fondamentales avec Manuel Valls et que répondez-vous quand il a un doute sur votre capacité et même sur votre volonté à rassembler les Français ? Avant d'évoquer les divergences, il y en a, elles sont nombreuses et je pense qu'on aura l'occasion de les expliciter, je voudrais aborder quelques points communs. Je pense qu'on a tous deux la politique dans le sang, la politique dans les veines. Voilà, je pense qu'on est tous les deux des patriotes, des républicains. Et au fond, quand on fait de la politique, c'est qu'on ne peut pas être heureux tout seul et qu'on ne peut pas avancer dans la vie sans se soucier des problèmes de nos concitoyens et qu'au fond, on est soucieux du pays, de la société qu'on va laisser en héritage à nos enfants, à nos petits-enfants. J'ai pas d'enfants, j'en aurai, je le souhaite, un jour, mais c'est qu'on est soucieux de la société qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Vous l'avez rappelé tout à l'heure en introduction, on a un parcours qui est lié à l'immigration. Moi, je suis, vous l'avez rappelé, issu d'une famille qui est venue d'Italie au début des années 60 pour travailler et qui appartient à cette génération d'immigrés arrivés en France qui a tout fait pour devenir des Français à part entière et non entièrement à part, pour apprendre la langue, pour respecter les institutions, pour se fondre dans la communauté nationale. Et je pense que compte tenu de nos parcours, on fait aussi de la politique pour rendre à la France ce que la France a pu nous apporter et ce qu'elle a pu apporter à notre famille respective. Maintenant, il est clair qu'on a aujourd'hui deux visions radicalement opposées, je crois, d'un certain nombre de sujets. Ces visions sont-elles conciliables ou irréconciliables? On aura l'occasion d'y répondre tout au long du débat. Moi, je pense que les deux grandes différences majeures que j'ai avec Manuel Valls, d'abord, la première, c'est, vous l'avez rappelé, vous avez été au pouvoir, par conséquent, vous avez, Monsieur Valls, une responsabilité, pas intégrale, mais une responsabilité aujourd'hui dans la situation du pays et dans ce que Malika Sorel nomme la décomposition française. Vous avez été amené à prendre un certain nombre de décisions. On rentrera tout à l'heure dans le détail sur la politique d'immigration, sur la politique économique, sur le social, sur l'Europe. Vous avez été vous-même un adversaire de la Constitution européenne en 2005 et vous avez ensuite voté en faveur du traité de Lisbonne en 2008. Moi, j'ai cette chance, ça ne durera peut-être pas, mais de ne pas avoir de responsabilité dans la situation du pays. Certains appelleront de ça de l'inexpérience. Mais je pense que précisément le choix politique que nous offrons est en fait la possibilité d'une alternance qui n'est plus arrivée depuis 1980.
compte tenu du fait que depuis 1980, on a en réalité un jeu de balancier entre la gauche et la droite, qui, au fond, sur les grands sujets, qu'est le rapport à l'Europe, à l'immigration, aux politiques économiques et sociales, globalement, ce sont les mêmes politiques qui ont été conduites et qui ont amené aujourd'hui à la montée du vote en faveur du Rassemblement national. Et puis la deuxième, me semble-t-il, grande divergence, c'est la cohérence. Quand je vous entends aujourd'hui, et je vous lis et je vous regarde depuis plusieurs années, y compris quand vous étiez au gouvernement, aujourd'hui en tant qu'homme et qu'esprit libre, je partage un certain nombre de diagnostics, ou vous partagez un certain nombre de diagnostics que fait le Rassemblement national et que faisait le Front national hier. Par conséquent, je me demande si, au fond, j'ai en face de moi un homme de gauche ou un homme de droite. Parce que la vraie différence de fond, en réalité, c'est que dans les positions que je peux prendre, dans ce que je peux défendre, j'ai derrière moi une famille politique qui est unie. Dans les positions, dans les diagnostics, dans les analyses que vous faites, Monsieur Valls, vous êtes un homme seul à gauche. Et la gauche que vous prenez, la gauche que vous défendez, elle a perdu la bataille. Aujourd'hui, la gauche qui est majoritaire, c'est plus la gauche des Lumières, c'est plus la gauche de la raison. Vous citiez Elisabeth Badinter. J'ai cité Robert Badinter. Bon, mais on reste dans la famille. Madame Badinter qui a d'ailleurs indiqué il y a quelques mois que la seule qui parlait de laïcité aujourd'hui, c'était plus la gauche, c'était Marine Le Pen. Et aujourd'hui, la gauche que vous prenez, qui défend l'autorité, qui défend la laïcité, qui défend les Lumières, la raison, est aujourd'hui devenue totalement minoritaire. Et la gauche de M. Mélenchon a pris le pouvoir aujourd'hui majoritairement à gauche. C'est la gauche du Hamas, c'est la gauche qui a une ambiguïté sur la condamnation du terrorisme islamiste. C'est la gauche qui préfère les terroristes du Hamas à la démocratie israélienne. C'est la gauche qui préfère le déboulonnage des statuts à la valorisation de notre patrimoine commun. C'est la gauche qui fait systématiquement l'apologie de la différence plutôt que de mettre en valeur ce qui nous unit et ce qui fait le commun dans la société. Or, aujourd'hui, ce que vous prenez, vous le prenez comme un homme seul. Et je sais que vous avez Clémenceau en exemple et en modèle. Cette gauche-là n'existe plus. Et dans une période où aujourd'hui le paysage politique se recompose, dans une période où les repères sont totalement brouillés, la cohérence des diagnostics, et je vais être un peu taquin, des analyses que vous faites, devrait vous pousser à voter pour nous aux élections européennes. Ça, je m'y attendais. Et non à voter pour M. Glucksmann, qui lui défend une vision post-nationale, c'est-à-dire qui s'inscrit pleinement dans le fédéralisme européen, ou de Mme Ayé, qui, aujourd'hui, est comptable d'une politique gouvernementale, d'affaiblissement de l'autorité de la République à l'école, successivement avec Pape Ndiaye et Mme Belloubet, qui nous expliquait encore il y a quelques années que l'autorité était un principe complètement vain, comptable d'un bilan migratoire, avec des entrées comme jamais nous n'en avons eu sur le sol français. Emmanuel Macron a pulvérisé tous les records en matière d'immigration, un président qui admet lui-même qu'il n'y a pas de culture française. Et je crois qu'il y a aujourd'hui une partie des électeurs de cette gauche patriote qui sont orphelins. Manuel Valls, par conséquent, moi je voudrais... répondre parce que... Et pardon, juste une question. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, les yeux dans les yeux, je me suis trompé? D'abord, nous avons tous des bilans. Évidemment, ceux qui mets les deux pieds dans le plat, hein, je préfère... J'ai bien compris, et de manière taquine. Mais nous avons tous des bilans. Il y a des racines politiques, les miennes, celles du Front national et du Rassemblement national, nous sommes bien d'accord. Vous les assumez, mais il faut tout assumer. Vous prenez des positions, politiquement, et moi je pense que dans l'opposition, il faut se comporter comme si on était au gouvernement, et quand on gouverne, on ne le fait pas suffisamment, assez, j'y prends ma part, on n'écoute pas suffisamment peut-être ce qui se passe dans le pays, parce que c'est difficile. Et puis vous avez des alliés, notamment au niveau européen, ce qui aussi, nous y reviendrons, souligne les positions des uns et des autres. Moi j'ai une colonne vertébrale, après ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait des erreurs, et qu'on ne s'est pas trompé, parce que gouverner c'est évidemment difficile. Mais moi, j'ai une colonne vertébrale. Je suis profondément européen. Je pense que l'Europe est un formidable espace démocratique. C'est une alliance unique. C'est une des plus belles inventions politiques. Je parle de la construction européenne du XXe siècle. C'est l'alliance de l'économie de marché et de l'État-providence, même si, évidemment, il y a beaucoup de difficultés et qu'il faut réparer.
c'est la démocratie, le respect de l'état de droit, l'altérité, la séparation des pouvoirs. Et c'est évidemment la culture, ce qui fait qu'à Vienne, à Milan, à Barcelone ou à Paris ou à Amsterdam, on se trouve bien. C'est ça l'Europe, et il faut le préserver. Mais il faut des changements profonds, bien évidemment. La laïcité, avec toujours des interrogations. Enfin, moi j'ai voté la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école, quand le Front National, Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen, à l'époque, s'y opposaient. J'ai toujours considéré, même si j'ai respecté ensuite la décision de ma famille politique, hein, à l'intérieur j'avais défendu l'idée qu'il fallait rejeter le traité constitutionnel, mais ensuite par discipline, j'ai accepté ce choix. Enfin, j'ai jamais prôné la sortie de l'Union européenne ou de l'euro, de sa zone, ou vouloir supprimer la Commission européenne, ce qui étaient les positions défendues par Marine Le Pen. Vous dites que vous avez changé, mais enfin, en termes de cohérence, là, il y a des changements. Et puis enfin, me poser une question qui est une question lourde de sens sur la gauche. Moi, je suis un républicain de gauche. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Camus. Hein. Je mourrai de gauche malgré elle et malgré moi. Je la fais mienne. Ce sont mes convictions. J'étais l'un des rares à gauche à avoir parlé de la montée de l'islamisme, des dégâts de l'antisémitisme, de la crise identitaire. J'en parlais souvent avec le regretté Laurent Bouvet. Avec Elisabeth Badinter. Attention à ne pas trop utiliser Elisabeth Badinter, dites-le à Malika Sorel, je vous le dis en taquinant, parce que je vous rappelle que Elisabeth Badinter et sa famille ont souhaité, et vous avez respecté la décision, que Marine Le Pen ou le Rassemblement National ne soient pas présents aux obsèques de Robert Badinter, ce qui quand même dit tout sur ce que pense Elisabeth Badinter. Sur la laïcité, elle l'a dit. Mais elle parlait de Manuel Valls aussi également, mais d'une certaine manière, quand elle évoquait Marine Le Pen, pour le regretter. Mais si vous voulez me faire dire que la gauche a abandonné à un moment une partie d'entre elles, la nation, les questions de sécurité, parce que quand les Français, notamment les plus modestes dans les quartiers populaires que j'ai représentés à l'Assemblée nationale, sont frappés par l'insécurité, c'est une injustice supplémentaire. Donc moi je crois en la gauche clémenciste, en la gauche républicaine, et une gauche républicaine de combat. Et je suis convaincu que pour challenger, le mot est pas beau, pour représenter une confrontation, une alternative au Rassemblement national, nous avons besoin de cette gauche républicaine. Elle existe sur le plan intellectuel. Badinter, Jacques Julliard qui nous a quittés, Caroline Fourest, bien d'autres. Je suis convaincu que, y compris dans l'électorat de gauche, demain elle peut être majoritaire. Donc, pour vous empêcher de l'emporter, pour avoir cette confrontation d'idées, de projets, de valeurs, il faut cette gauche. Et si moi je veux avoir un rôle modeste, c'est d'essayer, sacrée tâche, de reconstruire cette gauche républicaine. Et ça me paraît indispensable, parce que sinon, Jean-Luc Mélenchon est l'idiot utile. Et votre meilleur adversaire, il vous souhaite au second tour, il souhaite le chaos, pense-t-il. Il souhaite votre victoire. Et donc, c'est pas cette gauche qui est, en effet, pro-Hamas, antisémite, wokiste, et qui a dénaturé totalement la gauche qui est la mienne, celle de Clémenceau, de Mitterrand, de Jospin, de Rocard, de Delors, de Badinter. Donc, c'est ce changement-là qui est nécessaire. Pas seulement pour être confronté à vos propositions, mais je crois pour la démocratie et pour le pays. Donc on a 3 ans pour le faire. C'est ça. Alors c'est pas votre affaire, même si vous me parlez de la gauche gentiment. Mais ça c'est notre affaire. Jordan Bardella, si vous voulez répondre de manière très courte sur l'héritage, et après on avance sur... Est-ce que vous assumez tout votre héritage, et ensuite on avance sur les questions proprement européennes? Je suis né en 1995. J'ai rejoint le Front National en 2012. Je n'ai pas connu le Front National de Jean-Marie Le Pen. Maintenant, je sais bien que quand on est à la tête d'un mouvement politique, qui plus est quand on en est le président, on se doit d'assumer aussi l'histoire, avec ses bons côtés, avec ses mauvais côtés. Si la question est aurais-je rejoint le Front National de Jean-Marie Le Pen? Peut-être pas. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je lutte contre les caricatures qui sont faites de mon mouvement politique. Parce que je pense que précisément, une grande partie de la classe politique se trompe en pensant qu'elle peut lutter contre le vote Rassemblement national. Et moi, je suis un amoureux du débat, je suis un amoureux de la démocratie. Et je demande qu'une chose, c'est que les différents points de vue puissent être confrontés et que je puisse être combattu, non pas sur la caricature qui est faite de moi, sur la caricature qui est faite de mon mouvement politique, mais bien sur les positions que je défends. Et c'est pour ça que, je dis l'histoire, on l'assume avec ses bons, ses mauvais côtés.
Manuel Valls citait tout à l'heure le président Mitterrand. Le président Mitterrand, il a reçu des mains du maréchal Pétain la plus haute distinction du régime de Vichy, la Francisque. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Raphaël Glucksmann, qui porte les espoirs du Parti socialiste dans le cadre de ces élections européennes, est lié au maréchal Pétain? Bien sûr que non. Tous les mouvements politiques ont une histoire, mais tous les mouvements politiques évoluent. Et moi, je préfère penser à 2030, à 2040, à 2050, plutôt que de faire de la politique dans le rétroviseur. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est un grand mouvement populaire, patriote, où les électeurs proviennent d'horizons très différents. Vous regardez dans les territoires très populaires du nord de la France, les ouvriers qui pendant longtemps ont voté à gauche, ont eu le cœur à gauche, qui ont voté pour le Parti communiste, votent aujourd'hui en faveur du Rassemblement national. Vous regardez dans le sud, dans les grandes villes, dans les territoires historiques de la droite. Aujourd'hui, cette droite-là n'existe plus et ces orphelins de la droite votent pour le Rassemblement national. Donc moi, je crois aussi dans une forme de dépassement et je pense que cette opposition entre la gauche et la droite qu'on a cherché à maintenir pendant des années pour précisément s'inscrire dans un jeu de balancier entre la gauche et la droite a probablement vécu, et c'est peut-être d'ailleurs l'un des seuls points d'accord qu'on ait avec Emmanuel Macron. Justement, on est là pour, vous avez dit que vous vouliez être jugé sur les débats de fond, on est là pour justement parler du fond. Vous avez souhaité mettre l'accent dans cette élection sur la question de l'immigration. Vous avez cité tout à l'heure Malika Soral, qui est une spécialiste de ces questions-là, qui est deuxième, je crois, sur votre liste. Il y a également l'ancien patron de Frontex, Fabrice Leggeri. Je voulais vous demander, parce que vous êtes un sortant dans cette élection, d'ailleurs ce que n'a pas dit Manuel Valls, vous avez peut-être un bilan européen. Donc quel est votre bilan européen en matière d'émigration et surtout qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour limiter les flux migratoires en Europe? D'abord, bilan sur l'immigration, j'étais dans l'opposition au Parlement européen. Par conséquent, ceux qui ont un bilan sont ceux qui, depuis 5 ans, se partagent. Je voulais dire, c'est que vous aviez été non, mais vous avez raison élu, de le souligner. Et vous aviez gagné les élections vous avez européennes raison de le déjà. souligner, mais vous savez, et les Français savent que c'est une élection européenne. Par conséquent, ceux qui ont un bilan, ce sont ceux qui ont défendu depuis 5 ans les positions de la Commission européenne et qui ont précisément eu accès à des postes de responsabilité. Moi, je pense que l'immigration est un défi existentiel. C'est un défi existentiel qui remet en cause aujourd'hui notre sécurité, notre identité française et européenne, et accessoirement, dans cette période où nous évoquons beaucoup la question de la dette et des déficits, qui menace l'équilibre des comptes publics. Je pense que c'est un défi existentiel parce que précisément cette question de l'immigration va définir ce que nous serons, nous, comme peuple et comme nation, au XXIe siècle. Je le dis aux Français de manière un peu provocatrice, volontairement provocatrice, les vagues migratoires n'ont pas démarré. Nous sommes un continent de 450 millions d'habitants qui fait face à un continent africain de l'autre côté de la Méditerranée qui, d'ici 2050, va voir sa population doubler d'1,2 milliard d'habitants à 2,5 milliards d'habitants, avec, on le sait, une grande partie de cette jeunesse africaine qui va émettre le souhait d'émigrer vers des terres plus attractives, économiquement parlant, et donc d'émigrer vers l'Europe. Sur notre flanc Est se trouve une civilisation, l'Asie, qui, elle, représente 3 à 4 milliards d'habitants. Par conséquent, c'est la démographie qui fait l'histoire. Et les vagues migratoires n'en sont qu'au début du commencement. Il faut relire le livre. Ça, c'est le diagnostic qu'on connaît. Enfin, il est important de faire ce diagnostic. Il est important, mais du coup, face à ce défi, quelles sont vos propositions? Il y a encore quelques années, nous étions seuls à porter ce diagnostic. Et j'ai relu, en préparant ce débat, Manuel Valls, une déclaration que vous aviez faite en 2015, où vous indiquiez que l'immigration était une chance, encore aujourd'hui, pour nos sociétés. Et je n'oublie pas que vous êtes sur ce sujet l'homme politique qui a aboli le délit de clandestinité, c'est-à-dire vous êtes clandestin sur le sol de la République française. Autrefois, c'était un délit. Depuis les décisions qui ont été prises par le gouvernement socialiste, je crois que c'est pour une précision, mais que c'est une transcription d'ailleurs d'une directive européenne. Parfaitement. Je n'oublie pas, Manuel Valls, que vous êtes l'homme politique qui avait renoncé à déchoir de leur nationalité les binationaux français qui étaient condamnés dans des affaires liées au terrorisme.
Par conséquent, quand vous dites ce diagnostic est posé, non, ce diagnostic, nous le posons depuis très longtemps. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une convergence idéologique et que, en réalité, sur cette question de l'immigration, on a effectivement gagné une bataille idéologique dans la mesure où vous avez 70 à 80% des Français qui pensent la même chose sur ce sujet. Moi, je pense que l'immigration n'est pas un sujet qui divise les Français, contrairement à ce qu'on peut dire. Je pense que c'est un sujet qui les rassemble, précisément parce qu'il y a sur ce sujet une majorité de Français qui pensent la même chose. Que faire ? Qui décide aujourd'hui de la politique d'immigration en France ? Ce sont les étrangers eux-mêmes et ce sont les juges. Les jurisprudences, dont bien souvent les décisions qui sont prises, proviennent de jurisprudence européenne ou de jurisprudence internationale. Je pense qu'on se trompe en considérant qu'une loi ordinaire votée par le Parlement pourrait demain nous permettre d'inverser le cours de l'histoire sur la politique d'immigration. Par conséquent, la première mesure que je défends, c'est un référendum sur la question de l'immigration. Un référendum non pas avec une question, mais avec la mise aux voix d'un projet de loi qui aurait valeur constitutionnelle et qui, dans ce texte de loi, ce texte il est rédigé, nous l'avons travaillé avec des constitutionnalistes, avec des juristes, intégrerait tout le bouclier politique, juridique, économique et administratif pour permettre à la France de reprendre le contrôle. Il y aurait typiquement, dans ce texte, la fin du droit du sol, la priorité nationale, c'est-à-dire la possibilité de donner, notamment dans l'accès au logement social, une priorité aux familles françaises, l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers, sans que ces décisions administratives ou de justice puissent être contestées par un ordre européen ou par une décision de justice, et, à l'évidence, la priorité et la supériorité du droit français sur tout autre droit, notamment européen, en matière de sécurité et d'immigration, ce qu'on appelle un opt-out, un peu sur le modèle danois. Et on se rend compte au Danemark que ce sont des socialistes qui ont repris en main la politique d'immigration avec des mesures très fermes. Deuxièmement, je pense qu'il y a besoin d'une réponse européenne. Et cette réponse européenne, elle passe par le renforcement des moyens alloués à Frontex. Vous avez raison de rappeler que j'ai en troisième position sur ma liste Fabrice Leggeri, qui est d'ailleurs l'une des bonnes choses que votre gouvernement ait faites, puisqu'il a été nommé par Bernard Cazeneuve à la tête de l'agence Frontex. Et Fabrice Leggeri a été débarqué par la Commission européenne parce que précisément, il renvoyait les bateaux de migrants dans les pays de départ. Aujourd'hui, le projet de la Commission européenne, ça n'est pas de faire repartir les bateaux de migrants, c'est d'accueillir encore et toujours. Donc, il y a 1001 mesures à prendre, je pourrais vous en parler des heures, mais juste il faut avoir conscience que l'immigration aujourd'hui bouleverse totalement les grands équilibres de notre société, qu'elle change le visage de notre pays, et qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, qui dans d'innombrables quartiers de France ont le sentiment d'être devenus des étrangers dans leur propre pays. Et moi, ce que je dénonce, c'est le fait que les générations d'étrangers qui aujourd'hui arrivent en France ne soient plus soumis au même effort d'assimilation républicaine que celui auquel moi j'ai été soumis avec ma famille lorsque nous sommes arrivés d'Italie au début des années 60. J'indique que nous avons encore seulement 20 minutes d'émission et beaucoup de thèmes à balayer, mais on va laisser répondre Manuel Valls. Jordan Bardella propose un référendum avec un certain nombre de propositions précises. Est-ce que vous en partagez certaines? Est-ce que ça vous paraît réaliste sur cette question-là? Il faut essayer de dire la vérité. Vous feriez un référendum sur l'immigration ou pas? Je vais essayer de vous répondre de manière plus générale et je répondrai à cette question, bien évidemment. Deux regards sur le passé, sans rester sur le rétroviseur. Ce débat sur l'immigration est présent depuis de nombreuses années, peut-être essentiellement depuis 1983. Alors vraiment, là, c'est pour les plus anciens. Le coup de tonnerre de Dreux, l'élection municipale. Et là, ce débat s'est vraiment invité au cœur. Bon, la création des SOS Racisme, la lutte contre le rassemblement, le Front National, à ce moment-là, il s'agissait de combattre les idées qui étaient celles de Jean-Marie Le Pen, raciste et antisémite. Mais les choses évoluent. La perception des Français sur l'immigration. C'est ainsi, on peut le regretter, mais c'est ainsi. Moi, je crois qu'il faut poser non seulement le diagnostic, mais essayer d'avancer sur les solutions. Moi, j'ai une conviction, c'est que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas laisser s'entasser, je ne trouve pas d'autre mot, comme c'est le cas depuis des années, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de migrants pauvres, venant de pays pauvres, essentiellement d'Afrique, dans des quartiers pauvres dans notre pays. C'est ça qui crée les ghettos et cet apartheid territorial, social, ethnique et religieux que j'avais dénoncé. Mais après, il faut agir, parce que c'est évidemment l'essentiel. Avec peut-être, là aussi, dans un devoir de vérité, priorité absolue, me semble-t-il, à l'assimilation. C'est-à-dire à ceux qui sont sur notre sol, qu'ils soient étrangers en situation régulière, et qui ont
vocation à devenir français, si évidemment ils remplissent les critères, s'ils aiment notre pays, s'ils partagent les valeurs. Et c'est pour ça que je défends, moi, le droit du sol. Et comme républicain, vous devriez défendre le droit du sol, parce que c'est un atout qui a été très utile pour les Italiens et pour les Espagnols qui se sont installés. Je suis convaincu que ce n'est pas ça qui pose un problème et qui conditionne l'attrait de notre pays. Donc je défends le droit du sol et je suis très opposé à la proposition du gouvernement actuel de remettre en cause le droit du sol à Mayotte. Mais priorité à la simulation pour tous. Moi, d'une certaine manière, je souhaite qu'on apprenne que nos ancêtres les Gaulois, je le dis en souriant, que les Gaulois étaient nos ancêtres pour tous. C'est ainsi que nous avons appris à être français. Stop à l'immigration économique, sauf évidemment pour les contrats de courte durée, pour un certain nombre de secteurs en tension. C'est pour ça que je suis favorable à un changement de la Constitution, notamment pour ce qui concerne les quotas. Je suis favorable aussi à un aménagement du regroupement familial, sans le remettre en cause, parce que le droit de regroupement, la famille est essentiel. Mais là, on peut suivre l'exemple des Danois. Et puis évidemment, stop à l'immigration illégale, ce qui nous oblige. Et nous savons que c'est très difficile, mais il faut le faire. Et c'est là où il y a eu un échec depuis de nombreuses années concernant les reconduites à la frontière et les expulsions. Mais j'ai une conviction, c'est que tout se joue avant. Et vous avez rappelé le rôle, l'importance de l'Afrique, qui va doubler sa population d'ici à 2050, et c'est là où ça se joue. Et la situation en Afrique, la déstabilisation d'un certain nombre d'États au Sahel, provoqués, mais pas seulement, par les Russes, par toutes les évolutions du monde, par le fait que d'autres pays, d'autres continents aujourd'hui investissent ce continent, nous obligent, nous, Français et Européens, à réinvestir. Parce que nous ne pourrons jamais arrêter la puissance et la force de millions de personnes qui veulent aller vers le Nord. Et puis évidemment, l'autre élément, c'est le fait qu'une politique d'immigration passe par des frontières communes, par l'Europe. Et de ce point de vue-là, il y a des évolutions. C'est difficile, vous savez, avec Bernard Cazeneuve, nous avons géré la situation très difficile de la langue de Calais. Moi, j'ai dit ce que je pensais, c'est-à-dire mon opposition au choix qui avait été celui d'Angela Merkel. Et la France n'a pas suivi les pas de l'Allemagne en 2015. Donc, c'est un vrai changement qu'il faut dans ce domaine-là. Je l'ai écrit depuis des années. C'est aussi le fruit de l'expérience. Donc, assimilation, une autre politique d'immigration, priorité à l'Afrique. Un référendum, je vais vous dire. Pourquoi pas? Pourquoi un républicain aurait-il peur de consulter le peuple? Pourquoi aurait-il peur? Mais un changement de constitution, ça passe par des règles qu'il faut respecter, rappelées à maintes reprises par le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire un accord, d'abord, de l'Assemblée et du Sénat sur un texte qui oblige... Pas par l'article 11. Oui, mais je pense que l'article 11 ne sera pas possible. Un débat de... oui, mais il est très important. Il est très important, et donc ça oblige à la recherche de consensus. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle. Enfin, oui, une fois seulement, mais depuis lors, la jurisprudence... Qui préfigure l'élection des présidents de la République au suffrage universel direct. Mais bon, les téléspectateurs là-dessus, c'est un autre débat. C'est un point important. Mais moi, je fais partie de ceux, même si c'est un sujet complexe et que le oui-non n'est jamais facile, mais je suis pour qu'on revienne d'ailleurs aux origines de la Ve République d'une manière générale. Un seul point, pardon, sur le rétroviseur. Parce que là, c'est un point qui me touche, et là, vous faites une erreur technique même, c'est que nous n'avons pas réussi à inscrire, pour stabiliser ce point-là, la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés définitivement pour terrorisme ou atteinte aux intérêts de la France dans la Constitution. Nous n'avons pas réussi en 2016, essentiellement à cause du vote du Sénat. Mais je rappelle que la déchéance de nationalité pour les binationaux condamnés pour terrorisme s'opère régulièrement, plusieurs dizaines de cas, depuis déjà plusieurs années, et encore ces derniers mois, ces dernières semaines, par le gouvernement actuel. J'y ai procédé aussi, Bernard Cazeneuve également, à travers une décision du ministère de l'Intérieur, soumise au Conseil d'État. Donc, la déchéance de nationalité, elle est toujours là, elle est exercée. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Moi, je ne vois aucun inconvénient, mais en tout cas, c'est fait. Et moi, j'ai toujours soutenu cette idée, qui d'ailleurs était soutenue par une immense majorité de Français, de l'inscrire dans la Constitution. Il nous reste 13 minutes, il faut qu'on avance. Jordan Bardella, je pense que c'est important aussi de parler de la question. Ouais, alors très court. Très rapidement, on a un petit sujet qui est l'Ukraine, la guerre. Voilà, où il y a un désaccord plus net, donc il faut y venir. Je fais très vite, mais je pense que ce sujet, il intéresse tout le monde, il est absolument majeur. Je note donc, sauf votre respect, M. Valls, que vous prenez aujourd'hui l'inverse de ce que vous avez fait quand vous étiez à la tête de l'État. Non. Où la France avait à l'époque battu absolument tous les records d'immigration, et où la moindre voix qui s'élevait contre l'immigration
étaient accusés systématiquement d'être d'extrême droite ou de porter atteinte à la cohésion nationale. Non, Jordan. Deuxièmement, vous êtes en faveur éventuellement d'un référendum, dont je prends acte. Non, je n'ai jamais peur qu'on consulte le peuple. Oui, mais encore faut-il l'écouter, parce qu'en 2005, lorsqu'on l'a consulté sur la Constitution européenne, le peuple français a dit non, et votre majorité, vous-même d'ailleurs, vous êtes passé en force avec le traité de Lisbonne. Non, c'était la majorité de Nicolas Sarkozy. En 2008, mais avec l'appui des socialistes. Et enfin, quand vous dites, même à Mayotte, on ne peut pas toucher au droit du sol, mais enfin, je pense que vous avez eu l'occasion, comme moi, d'aller à Mayotte. Mayotte vit une véritable submersion migratoire. Il faut que les Français regardent, tous les Français, que ce soit les Français de la métropole ou d'outre-mer, ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'un de nos territoires à Mayotte, où un État étranger, les Comores, avec l'appui de la Russie d'ailleurs, revendique la souveraineté de cet État et envoie des femmes comoriennes accoucher à Mayotte. Évidemment que le droit du sol là-bas, qui est plus restreint qu'en métropole, est une pompe aspirante. Je pense que le droit du sol est une pompe aspirante de l'immigration. Enfin, dernier élément, sur l'Afrique, vous évoquez les liens étroits qui sont nécessaires d'entretenir avec l'Afrique si demain on veut juguler ce défi migratoire. Je suis parfaitement d'accord, je pense qu'il faut sortir de ces logiques de co-développement et permettre aux États africains de reconquérir leur souveraineté. Mais une chose, n'oublions pas que la France a une responsabilité très lourde dans la déstabilisation d'États africains et notamment la Libye, qui jouait un rôle de tampon et de hotspot migratoire, qui évidemment protégeait en partie l'Europe avec l'appui des socialistes à l'époque. C'est vrai. On passe peut-être justement à une question... Je suis parfaitement d'accord, mais je ne sais pas si on a gagné au change. Voilà, une question géopolitique, parce que c'est peut-être ce qui vous oppose le plus aujourd'hui. Jordan Bardella, le président de la République, a qualifié la Russie de menace existentielle. Je voudrais d'abord savoir si pour vous, c'est une menace existentielle aujourd'hui, la Russie, pour l'Europe. Et par ailleurs, est-ce que vous êtes très prudent sur cette question? Parce que j'essaie d'être précis, je ne suis pas du tout de ceux qui vous font le procès d'être des agents russes. Par contre, merci. Vous aviez sous-estimé, et d'autres l'ont fait aussi, sans doute la menace russe par rapport à l'Ukraine. Vous ne pensiez pas que Vladimir Poutine envahirait. Donc, qu'en est-il aujourd'hui? Le président Zelensky non plus, d'ailleurs. Le président Zelensky non plus, non, mais voilà. Mais du coup, est-ce que rétrospectivement, ça vous conduit pas à être plus prudent? Et donc, comment vous jugez la menace aujourd'hui pour l'Europe et pour la France? Je pense que d'abord, quand on est dans une période de guerre et dans une période de grande instabilité, comme l'est aujourd'hui le monde et l'Europe, je pense qu'il faut être très prudent aux mots qu'on utilise et par définition aux déclarations qui peuvent être faites. Je pense que la Russie est aujourd'hui, pour la France et pour l'Europe, une menace multidimensionnelle. La Russie conteste aujourd'hui des intérêts français. Est-ce qu'elle conteste les intérêts vitaux de la nation au point d'envoyer des troupes en Ukraine? Je ne le pense pas. Mais est-ce qu'elle conteste aujourd'hui des intérêts européens, des intérêts français? Est-ce qu'elle représente en ce sens une menace pour ses intérêts? La réponse est oui. La Russie a déclenché la guerre à 3 heures de vol de Paris. Elle s'est engagée dans des campagnes de désinformation et de contestation des intérêts français, notamment en Afrique, sur nos zones d'influence historiques. Elle accompagne des États comme les Comores, qui revendiquent aujourd'hui une partie de la souveraineté territoriale de la France. Et on sait qu'il y a régulièrement des avions de l'armée de l'air française qui sont mis en joue par l'armée russe. Par conséquent, je pense qu'il y a eu une naïveté collective. Mais quand je dis collective, et j'avais l'occasion de l'expliciter dans un entretien que j'ai accordé à l'opinion il y a maintenant 1 an et demi, une naïveté qui n'est pas simplement de notre responsabilité. Je vous rappelle que le premier chef d'État à avoir été reçu en grande pompe dès l'élection d'Emmanuel Macron par la présidence française, c'est Vladimir Poutine, puis sur son lieu de vacances à Brégançon. Je ne disais pas que vous étiez les Moi, j'ai toujours une position... Maintenant, qu'en est-il? J'ai toujours une position très claire et je me suis toujours... J'ai toujours essayé de tenir cette ligne de crête depuis maintenant 2 ans et le déclenchement de la guerre. C'est le soutien à l'Ukraine, en évitant l'escalade avec la Russie. Parce que je pense que dans le monde dans lequel nous vivons, nous devons être extrêmement prudents à ce que 2 puissances nucléaires ne se regardent jamais face à face. Par conséquent, je crois que le rôle de la France aujourd'hui est évidemment de soutenir l'Ukraine. Et en cela... moi, j'ai pu soutenir l'envoi de matériel de défense pour permettre aux Ukrainiens de tenir le front, de munitions, de matériel d'artillerie, du matériel évidemment anti-char, la prise en charge par les États européens de familles ukrainiennes qui fuient la guerre. Mais j'ai toujours été extrêmement prudent à ne pas franchir une ligne rouge.
Or, je pense que le rôle de la France aujourd'hui est de consolider son architecture à l'Est, précisément pour contenir le risque d'une escalade. Ça passe par la présence d'éléments militaires français en Roumanie. Ça passe par exemple très concrètement par la sécurité aérienne des pays baltes et le respect de nos engagements à l'égard d'États avec lesquels nous avons des accords bilatéraux comme la Moldavie, si demain il devait y avoir un risque d'annexion de la Transnistrie. Donc oui au soutien à l'Ukraine, bien sûr, mais prudence sur le risque d'escalade avec la Russie. Et je pense que les déclarations du président de la République s'agissant d'un potentiel envoi de troupes, ont contribué en fait à isoler la France sur la scène européenne et à montrer en fait à notre adversaire dans ce combat, Vladimir Poutine, les divisions du camp occidental dans la mesure où cette annonce non seulement a inquiété les Français, mais en plus s'est vu adresser une fin de non-recevoir par nos alliés européens ou par nos alliés de l'OTAN. Qu'est-ce que vous pensez, Manuel Valls, de cette ligne de crête défendue par Jordan Bardella? Est-ce que c'est du réalisme ou est-ce que c'est une forme de pusillanimité face à Vladimir Poutine? Est-ce que vous étiez plutôt sur la ligne du président de la République sur ce sujet? Qu'il y ait eu de la naïveté, voire de la complaisance, des erreurs, depuis des années d'ailleurs, sur les intentions de Vladimir Poutine, c'est incontestable. D'ailleurs, je pense qu'on aurait dû écouter davantage le président François Hollande sur le regard qu'il portait sur Vladimir Poutine et sur son utilisation du mensonge et sur les objectifs. Je rappelle que c'est François Hollande, même si ce n'était pas la décision du siècle, qui a décidé. Minsk était la recherche d'un accord, après le format Normandie, le 6 juin 2014, avec une Allemagne qui était à ce moment-là pieds et mains liés, du point de vue énergétique, avec la Russie. Mais c'est sous la présidence de François Hollande que mon gouvernement a décidé de ne pas livrer les fameux Mistral, sous les critiques communes et de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen. Cependant, un petit regard sur le passé, même si aujourd'hui ce n'est pas l'essentiel, toute la droite ultranationaliste, ou la droite nationaliste, en Europe, partageait une certaine vision des discours de Vladimir Poutine sur la décadence de l'Occident, et c'est vrai à l'AfD, c'est vrai chez Salvini, c'est-à-dire vos alliés. Au Parlement européen, vous êtes dans le même groupe. Donc, certes, vous êtes dans les oppositions, au plan national comme au plan européen, mais sur cette vision essentielle, c'est-à-dire l'avenir du continent, là, il y a et des complaisances et des ambiguïtés. Je pense que nous sommes dans un moment majeur. Je le disais au moment de l'introduction, et je comprends, peut-être la première priorité des Français aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Leurs préoccupations sont l'insécurité ou l'immigration. Mais la guerre est possible, sous des formes différentes. Je pense à la guerre hybride, à la guerre de l'information, de l'influence, que nous mène notamment la Russie. Et j'ai suffisamment actuellement de désaccords avec Emmanuel Macron, je pense notamment à ses positions concernant Israël, pour dire que je suis d'accord avec les choix qu'il vient de faire. Il n'y a pas un danger d'escalade, ce que disait Mais l'escalade, ça n'est pas nous qui la provoquons. Résumons les choses. L'Ukraine ne peut pas tomber. Les Ukrainiens se battent pour nous, pour notre liberté, pour eux, évidemment pour protéger leur territoire, mais se battent pour notre liberté, notre démocratie. Donc notre devoir est de les aider. Si demain, et c'est possible, nous le savons, la Russie et les troupes de Vladimir Poutine plutôt foncent vers Odessa ou vers la Moldavie, ou veulent créer toutes les conditions d'une tension avec les pays baltes parce qu'il y a des russophones, qu'allons-nous faire? Nous savons qu'aujourd'hui, notre destin est lié à celui de l'Europe. Et je parle de nos intérêts stratégiques, d'autant plus que nous ne savons pas ce qui peut se passer avec l'élection américaine. Donc, plus que jamais, nous avons besoin d'une Europe très forte, d'une industrie de la défense européenne, d'une vision, d'une stratégie. C'est quand même un des points positifs, malheureusement, de cette terrible guerre. L'Europe, me semble-t-il, sur ce point de vue-là, est sortie plus forte. D'ailleurs, ça a obligé tout le monde, M. Bardella et ses amis, à des évolutions sur ce sujet. Donc, c'est un sujet majeur. Il faut le dire aux Français. Il y a un très beau livre du général Lecointre, qui a été mon chef de cabinet militaire, qui a été le chef de service, qui a été le chef d'état-major de nos armées, qui est grand chancelier de la Légion d'honneur aujourd'hui, et qui parle de ce qu'est la guerre. Donc, 70 ans de paix aujourd'hui se terminent avec la guerre sur notre continent, et il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer d'une manière ou d'une autre.
Et donc, moi, je mets de côté ces risques d'escalade, parce que la réalité, c'est que nous sommes déjà dans une escalade. Il faut dire cette vérité aux Français. Aucune complaisance à l'égard de Vladimir Poutine. Et pardon de le dire, Jordan Bardella, je vais vous taquiner, comme vous dites, pour ne pas dire polémiquer. Mais quand on a sur sa liste, et que vous l'utilisez y compris comme porte-parole, quelqu'un comme, vous le savez bien, c'est votre sparadrap, comme Thierry Mariani. Je n'ai pas besoin de sparadrap, monsieur Valls. Ce sera le seul petit moment comme ça de polémique, parce que sinon Alexandre Devecchio va me gronder. Mais quand même, quelqu'un qui a été si proche et du régime de Bachar et du régime de Poutine, franchement, ça montre en tout cas, moi je vous crois sincère, par principe. Mais attention, il y a quand même beaucoup d'ambiguïté. Et si vous gouverniez la France en ce moment-là, honnêtement, je pense que nos intérêts stratégiques, je vous le dis froidement, ne seraient pas assurés. N'avez-vous pas vendu entre 2015 et 2020 pour 152 millions d'euros d'armes à la Russie de Vladimir Poutine? Mais surtout, nous avons décidé de ne pas livrer. Ce n'était pas le Rassemblement national qui était au pouvoir à cette époque. Mais j'espère que vous ne le saurez pas. J'espère qu'on le saura, mais je vais vous dire, je pense que les différentes crises que nous vivons, que ce soit évidemment le retour de la guerre, qui est un élément évidemment majeur, dans la stabilité de l'Europe, comme la crise sanitaire que nous avons traversée, a remis sur la table, et j'en suis heureux, le concept de souveraineté, d'indépendance et d'autonomie stratégique. Vous avez évoqué la question énergétique, je vous rejoins là-dessus. Effectivement, l'Allemagne est pieds et poings liés par cette stratégie. D'ailleurs, on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais je vous en veux beaucoup d'avoir sous-investi dans la filière nucléaire, parce que je pense que nous en payons aujourd'hui le prix très cher, d'abord dans les factures qui sont payées par les ménages françaises comme par on n'a pas le temps d'en parler, c'est ça? Mais malheureusement, non. Largement, c'est d'ailleurs presque la conclusion. Je pense qu'on doit profiter, je pense que de chaque crise naît une opportunité. Et je pense que de cette grave crise que nous sommes en train de vivre, comme celle que nous avons vécue, on doit redonner à la France les moyens de sa défense nationale. On parle beaucoup d'Europe de la défense. La première condition de cette Europe de la défense, s'il devait y en avoir une, entre guillemets, serait de faire en sorte que tout le monde achète européen et achète français. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit que beaucoup d'États européens se placent sous pavillon américain, il y a des craintes à avoir sur la souveraineté de la France, accessoirement. Nos budgets de la défense sont en augmentation et, je vais prendre un titre du Figaro, la remontada du nucléaire est là, grâce à EDF et grâce à notre filière. Et nous sommes en train de nouveau d'exporter. Et les choses sont en train de changer. Donc, vous voilà donc homme de droite, Manuel Valls. Non, parce que j'ai toujours été pro-nucléaire. Oui, mais ça, vous êtes jeune, mais je trouve que vous utilisez les vieux trucs politiques, quoi. On voulait parler plus longuement d'énergie, ça aurait été un sujet... J'ai tout appris auprès de vous. Ça aurait été un sujet passionnant, mais on n'aura malheureusement pas le temps. Je vais quand même laisser une question pour la fin. Une question chacun pour la fin, à laquelle vous répondrez de manière très courte. Je connais la question, donc je pense que vous pouvez répondre de manière assez courte pour conclure cette émission. Vous la filez? Question sur sans doute un petit peu sur un destin que vous avez eu et que potentiellement Bardella pourrait avoir. Monsieur Bardella, Marine Le Pen envisage potentiellement de vous choisir comme Premier ministre si elle arrive au pouvoir en 2027. Est-ce que vous aurez alors 31 ans, pas loin de 32 ans? Est-ce que ce n'est pas être trop jeune pour entrer à Matignon? Écoutez, moi je me suis engagé en politique il y a maintenant 10 ans et je continue d'apprendre chaque jour aux côtés des Français. Je pense qu'une grande partie des idées que nous portons aujourd'hui sont plébiscitées par une très grande majorité de Français. Et vous savez, être à la tête d'un gouvernement, c'est comme être à la tête d'une liste aux élections européennes, c'est savoir s'entourer, savoir composer une équipe, et c'est savoir être le leader d'un collectif. Par conséquent, je ne serai pas seul, vous savez, et j'apprends à m'entourer. C'est un peu la qualité du chef, c'est de savoir précisément s'entourer. En tout cas, je serai là où je devrais être utile. Et si c'est dans cette fonction, alors ça sera dans cette fonction. Mais c'est les Français qui le décideront. Monsieur Valls, vous avez été Premier ministre. Il paraît. Qu'est-ce que cela vous a appris et est-ce que vous avez des regrets? Non, je ne vis pas avec des regrets et encore moins des remords. Franchement, pour celui qui a été naturalisé à 20 ans, à qui on n'avait jamais dit qu'il serait Premier ministre, avoir servi mon pays, évidemment, comme élu local, comme député, mais comme ministre de l'Intérieur et comme Premier ministre, dans un moment terrible, pas pour moi, mais pour les Français, face aux attentats terroristes, ça a été un formidable honneur. La seule leçon, peut-être, de cette période, c'est que rien n'est jamais écrit à l'avance. Je ne pensais pas être Premier ministre. Et donc, c'est avec sourire que je vais terminer mon propos.
C'est-à-dire, déjà, on nous annonce que Marine Le Pen est présidente. L'expérience que j'ai de l'histoire, mais aussi de la pratique de la Ve République, c'est que tous ceux qui ont été annoncés président de la République 1 an, 2 ans ou 3 ans avant, ne l'ont jamais été. Donc faites attention, parce que c'est pas sûr que vous deveniez Premier ministre. Bon, vous savez, je suis très modeste dessus et l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Eh bien, vous serez d'accord sur ce point. Merci d'avoir été avec nous. C'était beaucoup trop lourd, il va falloir... beaucoup trop court. Il va falloir que... Pardonnez-moi. Il va falloir que le Figaro nous laisse un peu plus de temps la prochaine fois. Merci en tout cas. Et puis ce débat est à retrouver dans 15 jours dans les pages du Figaro Magazine.